C'était un samedi soir, et je n'avais pas eu de rendez-vous depuis des mois. Quand j'ai rencontré Julien sur une application, il semblait différent des autres. Ses messages étaient polis, pleins d'esprit, et il semblait vraiment s'intéresser à moi. Alors, quand il a proposé de venir me chercher pour notre premier rendez-vous, j'ai trouvé ça charmant, presque à l'ancienne. Une partie de moi hésitait, mes amis m'avaient toujours dit de ne jamais laisser un inconnu venir chez moi, mais il avait l'air si sûr de lui, si respectueux. Alors, j'ai accepté. Il est arrivé pile à l'heure, dans une voiture noire impeccable, qui brillait sous les lumières des réverbères. Dès que je suis monté, il m'a accueilli avec un sourire large et sincère. Il portait une chemise parfaitement repassée, et un parfum discret flottait autour de lui. Pendant les premières minutes, tout semblait parfait. Il posait des questions sur ma journée, parlait de son travail dans la finance, et je me suis surprise à me détendre. Mais, très vite, j'ai ressenti une légère gêne. Il avait une façon étrange de m'observer quand je parlais, ses yeux fixés un peu trop intensément sur moi, comme s'il cherchait à deviner mes pensées. J'ai essayé de me dire que c'était juste de la nervosité, qu'il voulait simplement faire bonne impression. Pourtant, quelque chose en moi, un léger pincement dans le ventre, me mettait en alerte. Je me suis accroché à mon sac à main, les doigts crispés sur la bandoulière, en me répétant que tout allait bien. Après tout, c'était seulement un premier rendez-vous, et il était probablement juste un peu maladroit. Mais dans un coin de ma tête, une petite voix murmurait. Pourquoi ai-je accepté qu'il vienne me chercher? Pendant que nous roulions, la conversation prenait une tournure de plus en plus étrange. Au début, Julien parlait de sujets légers, ses voyages, ses restaurants préférés, des anecdotes de son travail. Mais, sans prévenir, il a commencé à évoquer ses anciennes relations. Tu sais, les gens sont toujours si compliqués. Ma dernière copine, par exemple, elle avait cette manie de me mentir, mais je savais toujours quand elle mentait. Elle pensait que je ne remarquais pas, mais je vois des choses que les autres ne voient pas. Sa voix était calme, presque monotone, mais ses mots résonnaient d'une manière troublante. Je n'ai pas su quoi répondre, alors j'ai simplement esquissé un sourire. Il a continué, presque comme s'il se parlait à lui-même. Avant elle, il y avait une autre fille. Elle avait ce bracelet en argent, avec un petit pendentif en forme de lune. Elle le portait tout le temps, comme si c'était un porte-bonheur. Je me suis figé. Ce détail, ce genre de détail, semblait trop précis, presque intime. Mais ce qui m'a vraiment glacé, c'est la manière dont il parlait de ces femmes, comme si elles n'étaient que des personnages dans une histoire qu'il aimait raconter. « Et toi » a-t-il soudain demandé, coupant mes pensées. « Est-ce que tu portes quelque chose tout le temps? Un bijou? Un objet particulier ?» J'ai ri nerveusement et répondu rapidement que non, en évitant son regard. Mes mains tremblaient légèrement, alors je les ai cachées sur mes genoux. L'air dans la voiture semblait devenir plus lourd, et mon instinct me criait que quelque chose ne tournait pas rond. Quand j'ai tenté de changer de sujet, il a continué de parler, comme s'il ne m'avait pas entendu. Les gens pensent qu'ils peuvent cacher qui ils sont, mais tout finit par se voir. Même toi, je peux deviner des choses rien qu'en te regardant. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à compter les secondes, à espérer que le trajet prenne fin rapidement. Mais en regardant par la fenêtre, je me suis rendu compte que nous n'étions plus dans un quartier résidentiel. La route devenait de plus en plus sombre, et il n'y avait plus de lampadaires. Le vent soufflait fort à travers les fenêtres légèrement ouvertes, mais l'air semblait de plus en plus froid à mesure que nous nous enfoncions dans la nuit. Je scrutais la route, cherchant à reconnaître des repères familiers, mais tout était étrangement désert. Il n'y avait plus de maisons, plus de magasins, plus aucune forme de vie. Juste cette route sombre qui semblait s'étirer à l'infini devant nous. Je sentais une boule de plus en plus grosse se former dans mon ventre, un mélange de peur et d'instinct qui me disait que quelque chose n'allait pas. Je me tournai vers Julien, qui semblait totalement détendu, comme si tout allait bien. Il avait ce sourire étrange sur le visage, un sourire trop calme, presque insensé. « Tu es sûr que nous allons dans la bonne direction ?» ai-je demandé, ma voix tremblante malgré mes efforts pour garder un ton détaché. Il tourna lentement son regard vers moi, et ce fut comme si le monde autour de nous s'était soudainement figé. « Oh, mais ne t'inquiète pas, on est presque arrivé. » Il avait l'air de parler d'un endroit que lui seul semblait connaître, un endroit que moi, je ne comprenais pas. J'essayais de me calmer, mais la sensation de malaise s'intensifiait. Plus je regardais par la fenêtre, plus je remarquais à quel point la route était vide, à quel point le silence autour de nous semblait oppressant. « Julien, je veux rentrer à la maison. » Mon cœur battait plus vite maintenant, et mes mots sortaient précipités, presque désespérés. « Je ne sais pas où tu m'emmènes, mais je n'aime pas ça. » Il tourna son regard vers moi une nouvelle fois, et cette fois, il sourit de manière plus marquée. C'était un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Oh, mais on est presque arrivé ?»
Sa voix était douce, mais d'un ton qui m'avait semblé presque menaçant. « Fais-moi confiance. » Le malaise grandissait dans ma poitrine. Je voulais crier, lui demander de me laisser sortir, mais une partie de moi était paralysée, figée dans l'angoisse de cette situation qui m'échappait totalement. J'avais cette impression désagréable que plus je demandais à revenir en arrière, plus la route s'éloignait. Et plus j'essayais de me convaincre que tout allait bien, plus la peur envahissait mes pensées. Je jetai un dernier coup d'œil dehors. Plus rien. Pas une maison, pas une voiture, pas même un arbre. Juste cette route déserte et ce silence lourd, étouffant. La panique commençait à m'envahir, mais je tentais désespérément de garder mon calme. Mes mains étaient moites, mes pensées confuses. J'avais besoin de sortir de cette voiture, de partir, mais chaque mouvement que je faisais semblait rendre la situation encore plus réelle, encore plus terrifiante. Je ne pouvais plus ignorer cette impression qu'il y avait quelque chose de fondamentalement mauvais dans cette situation. Je jetai un coup d'œil furtif à la poignée de la porte, mais bien sûr, elle était verrouillée. J'essayai de l'ouvrir discrètement, mais rien ne se passa. Le bruit de la serrure m'écrasa le cœur. Il m'avait vu tenter, il savait que j'étais nerveuse, et pourtant, il restait calme, trop calme. Je tournai alors la tête pour regarder à nouveau la route. Il n'y avait plus de lumière à l'horizon. Il n'y avait plus rien. C'était comme si nous étions plongés dans un autre monde. La voiture roulait toujours à une vitesse régulière, mais l'air semblait plus lourd, comme si la route elle-même était devenue une entité, un piège. « Julien, arrête la voiture maintenant. Je veux sortir, je veux retourner chez moi. » Je n'arrivais plus à cacher la terreur dans ma voix. Il tourna la tête lentement vers moi, un léger sourire sur les lèvres. « Tu veux vraiment sortir ?» Il y avait une telle froideur dans ses yeux, une telle distance. Il semblait étrangement satisfait de ma peur. Je sentais la panique se resserrer autour de ma gorge, comme une main invisible qui m'étouffait. Je scrutais la voiture à la recherche de quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait me permettre de m'échapper. Mais il n'y avait rien. Puis, un éclair de lumière apparut dans le rétroviseur, un faible reflet dans le miroir. J'avais l'impression que c'était un signe, mais c'était trop tard. Julien appuya soudainement sur l'accélérateur. La voiture s'élança, m'arrachant un cri de surprise. Je n'avais aucune idée de la vitesse à laquelle nous allions, mais je savais que quelque chose allait mal tourner. La route déserte devenait encore plus oppressante, un tunnel d'asphalte qui semblait ne jamais finir. Dans un dernier espoir, je tendis la main vers la poignée de la porte, essayant cette fois de la forcer. Mais la poignée ne bougeait pas. C'était comme si la voiture elle-même m'empêchait de sortir. Il me regarda de nouveau, et son sourire s'élargit, déformant son visage. « Je t'ai dit qu'on était presque arrivé. » Mes battements de cœur se mirent à résonner dans mes oreilles. Je savais que quelque chose de terrible allait se produire, mais à cet instant-là, je n'avais plus le contrôle de rien. Je ne savais plus quoi faire. Mon esprit était en proie à un tourbillon de pensées, chacune plus terrifiante que la précédente. Le bruit du moteur résonnait dans mes oreilles, un bourdonnement monotone qui m'empêchait de réfléchir clairement. La voiture fonçait toujours sur cette route sans fin, comme si elle m'entraînait dans un abîme d'isolement. Puis, au loin, je vis quelque chose dans le rétroviseur. Un éclat métallique, un reflet étrange, comme une silhouette dans la pénombre. Avant que je puisse en saisir la signification, Julien tourna brusquement son regard vers moi. Ses yeux étaient froids, dépourvus de toute humanité. Il savait que je m'étais rendu compte de quelque chose. Il savait que j'étais perdu. « Tu as remarqué, n'est-ce pas ?» dit-il d'une voix calme, comme s'il faisait allusion à quelque chose d'ordinaire. J'eus un frisson glacé. Mon regard se porta sur le rétroviseur, et cette fois, je vis ce que j'avais aperçu. Un petit sac posé sur le siège arrière, un sac que je n'avais jamais vu auparavant. Il semblait anormalement bien rangé, presque comme s'il était là depuis un moment. Quelque chose dans ce sac me mettait mal à l'aise, et une horrible pensée me traversa l'esprit. Je m'efforçai de rester calme, mais mon corps refusait d'obéir. Mes yeux étaient attirés par ce sac, et je remarquai alors les détails qui m'étaient passés inaperçus jusqu'à ce moment-là. Un pendentif en forme de lune, identique à celui dont il avait parlé quelques minutes plus tôt. Un bracelet en argent, usé, avec des marques de griffure. Des objets personnels qui ne m'appartenaient pas. C'était trop. La terreur me submergea. Je ne savais pas qui était vraiment cet homme, mais je savais que j'étais en grave danger. Dans un élan de panique pure, je tentai de me pencher en avant pour ouvrir la porte, mais c'est là que tout se passa. Un bruit sourd, comme un coup sec. La voiture s'arrêta brusquement, mes bras se heurtèrent contre le tableau de bord. Tout devint noir. Le dernier son que je parvins à entendre avant de perdre connaissance, c'était son rire. Un rire froid, dénué de toute joie,
comme si j'étais simplement une autre histoire à ajouter à son répertoire. Et puis, plus rien. Je l'ai rencontré sur une application de rencontre, un de ces endroits où l'on pense rarement trouver quelque chose de sérieux. Mais lui, il était différent. Dès les premiers messages, il s'est démarqué par sa façon de parler, si douce, si respectueuse. Son prénom, Émile, me paraissait déjà familier, presque réconfortant. Pendant plusieurs jours, nous avons échangé des messages jusqu'à tard dans la nuit. Il savait poser les bonnes questions, celles qui montrent un réel intérêt. Je me sentais vu, écouté. Puis, un soir, il m'a proposé un rendez-vous. Pas dans un restaurant bondé ou un café bruyant, non. Il m'a invité chez lui pour un dîner. Je veux te montrer mes talents de cuisinier, avait-il dit avec un sourire dans la voix. L'idée m'avait séduite, bien que légèrement inhabituelle pour un premier rendez-vous. Mais il avait cette manière de rendre tout naturel. Le jour venu, j'étais nerveuse mais excitée. J'avais passé 1 heure à choisir ma tenue, quelque chose d'élégant mais pas trop sophistiqué. En arrivant devant sa maison, une charmante demeure en pierre nichée dans une rue calme, j'ai senti mon cœur s'accélérer. Émile m'a accueilli avec un sourire chaleureux. Il portait une chemise parfaitement repassée, et son parfum, subtil mais enivrant, remplissait l'air autour de lui. L'intérieur de sa maison reflétait une personnalité soignée, des meubles en bois foncé, des tableaux accrochés avec goût, et une lumière tamisée qui rendait l'atmosphère presque intime. Dès les premières minutes, je me suis senti à l'aise. La conversation était fluide, comme si nous nous connaissions depuis toujours. Il avait cette manière de regarder droit dans les yeux, comme s'il cherchait à déchiffrer chaque pensée. J'étais captivé, presque hypnotisé par son attention. Tout semblait parfait. Peut-être même trop parfait. Après quelques minutes, je me suis un peu détendu, charmé par l'ambiance chaleureuse de la maison. Émile m'a invité à m'asseoir dans le salon pendant qu'il terminait de préparer le repas. La pièce, impeccablement rangée, ressemblait à une page d'un magazine de décoration. Un canapé en velours gris, des coussins parfaitement alignés, et une étagère remplie de livres soigneusement classés par couleur. Chaque détail semblait réfléchi, calculé, presque trop parfait. Sur une petite table basse, il avait allumé une bougie parfumée qui diffusait une odeur apaisante de cèdre et de vanille. Je me suis laissé porter par la douceur du moment, persuadé d'avoir fait le bon choix en acceptant son invitation. De la cuisine, Émile continuait de me parler, partageant des anecdotes sur ses voyages et sa passion pour la cuisine. Sa voix résonnait, pleine de confiance, mais toujours avec une certaine douceur qui me rassurait. Il semblait savoir exactement quoi dire pour me mettre à l'aise. Lorsque je lui ai proposé de l'aider, il a insisté pour que je profite simplement du moment. « Tu es mon invité ce soir, détends-toi, je m'occupe de tout. » Son hospitalité était désarmante, presque trop belle pour être vraie. En attendant qu'il finisse, je me suis levé pour observer la pièce de plus près. Une étagère attirait particulièrement mon attention, avec ses objets soigneusement disposés, de petits bibelots, des livres anciens, et, au centre, quelques photos encadrées. Une en particulier m'a intrigué. Elle semblait ancienne, mais la femme sur l'image, elle avait quelque chose d'étrangement familier. Mon esprit a vaguement enregistré l'étrangeté avant qu'Émile ne m'interpelle joyeusement. « Le dîner est prêt, j'espère que tu as faim. » Je n'y ai pas prêté plus attention sur le moment. Tout semblait si parfait que je me suis forcé à ignorer cette légère sensation d'inconfort, ce petit frisson qui venait de courir le long de ma colonne vertébrale. Après m'avoir appelé à table, Émile me guida vers la salle à manger, où une table magnifiquement dressée m'attendait. Une nappe blanche impeccablement repassée, des bougies allumées, et une vaisselle si raffinée qu'elle semblait sortie d'un grand restaurant. Je ne pouvais m'empêcher d'être impressionné par tant d'attention portée aux détails. Nous avons commencé à dîner, et chaque bouchée révélait ses talents de cuisinier. Émile semblait prendre un plaisir immense à me voir savourer le repas qu'il avait préparé. Cependant, tandis qu'il me racontait une histoire sur une recette qu'il avait apprise lors d'un voyage en Italie, mon esprit vagabondait. Cette photo sur l'étagère, elle continuait de m'intriguer. La ressemblance entre moi et cette femme était troublante. Je n'ai pas pu m'empêcher de poser la question. « Je dois te demander, la femme sur la photo, qui est-ce » Émile s'arrêta, sa fourchette à mi-chemin entre son assiette et sa bouche. Pendant un instant, il sembla chercher ses mots. Puis, un sourire étrange se dessina sur son visage. Pas le sourire chaleureux auquel je m'étais habitué, mais quelque chose de plus dérangeant. « Oh, c'est ma dernière petite amie » dit-il avec une voix calme, presque trop décontractée. « J'espère que tu es différente d'elle. » Mon cœur s'arrêta un instant. Ces mots flottaient dans l'air, lourds de sous-entendus que je ne comprenais pas encore. Je le regardais, cherchant à détecter une once d'humour dans ses yeux, un signe qu'il plaisantait. Mais non,
Son sourire restait figé, et son regard ne quittait pas le mien. Je ris nerveusement, essayant de dissiper la tension qui s'installait. « Eh, qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Il ne répondit pas immédiatement. À la place, il se contenta de prendre une gorgée de vin, laissant planer un silence si pesant qu'il me semblait suffocant. Disons simplement qu'elle ne comprenait pas mes attentes. Ces mots, accompagnés de ce sourire glaçant, me firent frissonner. Mon instinct, celui que j'avais tenté d'ignorer jusque-là, me criait que quelque chose n'allait pas. Je ne pouvais plus ignorer cette sensation oppressante qui s'installait en moi. Quelque chose dans cette maison, dans cet homme, m'effrayait désormais profondément. Après cet échange dérangeant, l'atmosphère changea complètement. Tout ce qui m'avait charmé chez Émile, son sourire, sa voix douce, ses manières impeccables, semblait désormais empreint de quelque chose de sinistre. Mon appétit s'était évaporé, remplacé par une boule d'angoisse dans mon estomac. J'essayais de rester calme, de ne pas montrer ma nervosité. J'entamais une conversation banale, espérant dissiper ce malaise. « Alors, tu vis ici depuis longtemps ?» Mais même mes propres mots sonnaient creux, comme si je jouais un rôle. Émile répondit avec un sourire poli, mais ses yeux, eux, semblaient m'étudier, scrutant chaque micro-expression de mon visage. « Quelques années? Oui. Cette maison est parfaite pour moi. Isolée, paisible, exactement ce que je recherche. » L'idée de l'isolement me fit frissonner. Mon regard erra à travers la pièce, cherchant inconsciemment une issue. Puis, je remarquai d'autres détails que j'avais ignorés en arrivant. Sur le buffet, il y avait des bijoux féminins, des bracelets et des colliers qui ne semblaient pas être là pour la décoration. Sur une chaise, un foulard délicat, visiblement porté récemment, pendait négligemment. Ces objets n'avaient rien à voir avec le style ordonné et calculé d'Émile. Je sentais une tension croissante, comme si les murs de cette maison se refermaient lentement sur moi. J'essayais de rester rationnel. Peut-être que ces affaires appartenaient à une sœur, à une amie, ou qu'il ne s'en était pas encore débarrassé depuis sa précédente relation. Mais mon instinct me hurlait le contraire. Au moment où je décidais de mettre fin à la soirée, Émile se leva brusquement. « Ne bouge pas, je vais chercher quelque chose de spécial, » dit-il d'une voix presque enjouée. Dès qu'il quitta la pièce, mon cœur s'emballa. Je jetai un regard furtif vers la porte d'entrée. Fermée, pas verrouillée, pensais-je, mais cela semblait trop simple. Je savais qu'il pourrait revenir d'une seconde à l'autre. Pourtant, rester là, à attendre, me semblait encore plus dangereux. Je profitai de son absence pour m'éclipser discrètement dans le couloir adjacent. Mon objectif était clair, trouver une autre issue ou, au moins, comprendre ce qui se passait réellement dans cette maison. Mais à peine avais-je fait quelques pas que je remarquai une porte au fond du couloir. Elle était fermée à clé. Ce n'était pas la porte en elle-même qui m'avait alerté, mais les marques sur le bois. Des griffures profondes, comme si quelqu'un avait essayé désespérément de sortir. Mon souffle se coupa. Au loin, j'entendis les pas d'Émile qui revenaient. Je n'avais plus beaucoup de temps. Les pas d'Émile résonnaient dans le couloir, lents mais réguliers, comme s'il savourait chaque instant. Mon cœur battait à tout rompre alors que je me pressais de retourner au salon pour ne pas éveiller ses soupçons. Quand il entra, il tenait une petite boîte dans les mains, un sourire presque triomphant sur le visage. « J'ai quelque chose à te montrer, » dit-il, en posant la boîte sur la table avec une délicatesse exagérée. Je ne savais pas quoi répondre, mais je me forçai à sourire, espérant masquer ma peur. Mes mains tremblaient légèrement, et j'espérais qu'il ne le remarquerait pas. Émile ouvrit lentement la boîte, comme s'il orchestrait une scène dramatique. À l'intérieur, je vis un collier délicat, orné d'un pendentif en forme de cœur. « C'était à elle, » dit-il doucement, ses yeux brillant d'une lueur étrange. Je pense qu'il tirait parfaitement. Le collier était beau, certes, mais l'idée de porter un bijou ayant appartenu à cette mystérieuse dernière petite amie me glaçait le sang. J'essayai de refuser poliment. « Oh, c'est gentil, mais je ne peux pas accepter. » Son sourire s'effaça légèrement, et son regard devint plus intense, presque menaçant. « Je veux que tu le portes. » Sa voix était calme, mais autoritaire. Il n'y avait pas de place pour la discussion. Tremblante, je pris le collier, espérant éviter une confrontation. Alors que je l'approchais de mon cou, un détail attira mon attention. Gravé à l'arrière du pendentif, une inscription, « À jamais mienne ». Cette phrase déclencha un déclic. Tout en moi me criait de fuir. Mais comment? Il était là, à quelques pas, et je savais que je n'aurais pas le temps d'atteindre la porte d'entrée. Mon regard parcourut rapidement la pièce, cherchant une échappatoire. Puis, je me souvins de la fenêtre du salon, légèrement entrebâillée. Je fis semblant d'attacher le collier autour de mon cou, puis, d'un mouvement brusque, je lançai le bijou sur la table. Émile, surpris, eut une seconde d'hésitation.
Une seconde suffisante. Je me levai d'un bond et courus vers la fenêtre. « Reviens ici » cria-t-il, sa voix désormais dépourvue de toute douceur. Je n'avais jamais ressenti une telle peur de ma vie. Alors que je me glissais par la fenêtre, ses doigts effleurèrent mon bras, mais je réussis à m'échapper. Je tombai lourdement sur le sol extérieur, mais l'adrénaline me poussa à me relever et à courir, sans jamais regarder en arrière. La nuit était froide et silencieuse, mais chaque bruissement me semblait être ses pas derrière moi. Je ne m'arrêtai que lorsque je trouvai une maison éclairée au bout de la rue, où je frappai frénétiquement à la porte, suppliant pour de l'aide. Je ne sais pas comment j'ai réussi à m'en sortir cette nuit-là, mais une chose est certaine. Émile n'était pas simplement un homme étrange. Il était dangereux. Je n'ai jamais su ce qu'il avait fait à sa dernière petite amie, mais je sais que si je n'avais pas suivi mon instinct, je serais peut-être devenue la suivante. J'avais toujours aimé les films de peur, mais je les regardais généralement seul, chez moi, avec une couverture pour me rassurer. Alors, quand Marc, un collègue que je connaissais à peine, m'a proposé d'aller voir un film d'horreur au cinéma, j'ai hésité. Il était nouveau dans notre bureau, et bien que sympathique, il avait quelque chose d'un peu étrange dans sa manière de parler, presque trop intense. « Ce film est incroyable », m'avait-il dit avec un sourire en coin. « Si tu aimes avoir des frissons, tu ne peux pas le manquer. » Finalement, j'ai accepté, pensant que ça ne pouvait être qu'une soirée normale. Après tout, quoi de plus banal qu'un cinéma? Mais dès que je suis monté dans sa voiture, une sensation de malaise a commencé à s'installer. Il parlait avec une passion démesurée des films d'horreur, décrivant des scènes particulièrement sanglantes et expliquant avec enthousiasme pourquoi certaines histoires étaient plus efficaces que d'autres pour effrayer les gens. Quand nous sommes arrivés au cinéma, il insistait pour acheter les billets et du popcorn. « Mon treat » disait-il, comme s'il s'agissait d'un rendez-vous. Je me disais que c'était probablement juste sa manière d'être gentil. Pourtant, en entrant dans la salle, quelque chose semblait bizarre. La lumière tamisée, l'odeur de popcorn mêlée à une humidité inexplicable dans l'air, et surtout ce silence pesant, tout donnait l'impression que l'endroit n'était pas tout à fait comme les autres salles de cinéma où j'étais allé. Nous avons pris place au milieu de la salle, parfaitement centrés. Marc semblait étrangement concentré, observant chaque détail autour de nous avant que le film ne commence. « T'es sûr que ça va » ai-je demandé, moitié en plaisantant, moitié inquiet. Il a simplement hoché la tête, mais son sourire était différent cette fois, plus nerveux que chaleureux. Le film allait commencer, et l'obscurité dans la salle s'intensifia. Je m'installai dans mon siège, essayant de me détendre malgré cette étrange sensation qui ne me quittait pas. Les premières bandes annonces défilaient, mais quelque chose me dérangeait. Ce n'était pas le bruit habituel des spectateurs ou les légers grincements de sièges. Non, c'était Marc, assis juste à côté de moi. Il murmurait doucement, presque imperceptiblement. Je ne pouvais pas comprendre ce qu'il disait, mais ses lèvres bougeaient sans arrêt, comme s'il récitait une prière ou parlait à quelqu'un. Je tentais d'ignorer cela, me disant qu'il était peut-être simplement nerveux ou qu'il se parlait à lui-même par habitude. Mais plus les bandes annonces avançaient, plus son murmure devenait oppressant. Je tournai la tête pour le regarder discrètement, et je remarquai qu'il fixait l'écran d'un regard vide, comme hypnotisé. Le film commença enfin, et je me forçai à me concentrer. L'histoire était captivante, mais la présence de Marc à côté de moi m'empêchait de profiter pleinement. À chaque scène effrayante, je sentais son murmure s'intensifier. Parfois, il riait doucement, presque imperceptiblement, ce qui me faisait frissonner. À un moment donné, alors qu'une scène particulièrement tendue se déroulait à l'écran, je crus entendre autre chose derrière nous. Un bruit de chaises qui grince, un léger souffle. Je me retournai brièvement, mais la rangée derrière nous semblait vide. Pourtant, cette sensation d'être observé ne faisait que grandir. De nouveau, je tournai les yeux vers Marc. Cette fois, je remarquai qu'il ne murmurait pas seulement, il semblait répondre à quelqu'un. Ses lèvres formaient des mots, mais personne n'était là pour les entendre. Je pris une grande inspiration et me penchai vers lui pour lui demander ce qu'il faisait, mais avant que je puisse ouvrir la bouche, il tourna lentement la tête vers moi, un sourire étrange aux lèvres. « Tout va bien » dit-il dans un souffle. Mais ses yeux, eux, semblaient dire le contraire. Le film continuait, mais mon esprit était ailleurs. Le comportement de Marc devenait de plus en plus perturbant, et je commençais à regretter d'avoir accepté cette sortie. Je tentais de me rassurer, me disant qu'il était simplement un peu excentrique, mais une part de moi ne pouvait s'empêcher de se sentir en danger. Soudain, alors qu'une scène particulièrement effrayante se déroulait à l'écran, je l'entendis murmurer plus distinctement. Cette fois, ce n'était pas une simple répétition ou un chuchotement vague. C'étaient des mots clairs, une phrase prononcée lentement. « Elle est ici »
Mon cœur se figea. Je tournai brusquement la tête vers lui, mes mains moites agrippant les accoudoirs de mon siège. Il ne me regardait pas, mais ses yeux semblaient fixés sur quelque chose juste au-dessus de mon épaule. Je sentis une sueur froide couler le long de ma nuque. L'air autour de moi semblait soudain plus lourd, presque irrespirable. Instinctivement, je murmurai. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Il tourna enfin la tête vers moi, lentement, comme s'il craignait d'effrayer quelque chose ou quelqu'un derrière moi. Avec un calme glaçant, il répondit. « Elle est là, juste derrière toi. » Un frisson glacé parcourut mon dos. Je sentis mes muscles se tendre, comme si tout mon corps me suppliait de ne pas me retourner. Pourtant, je ne pouvais pas m'empêcher de jeter un coup d'œil par-dessus mon épaule. Rien. Absolument rien. Juste la rangée vide derrière nous, les sièges sombres alignés dans l'obscurité. Mais ce vide semblait anormal, comme si quelque chose était là, dissimulé dans l'ombre, m'observant. Marc, lui, continuait à sourire, un sourire qui n'avait rien de rassurant. « Tu l'as senti, n'est-ce pas ?» chuchota-t-il, ses yeux brillant d'une étrange lueur. À ce moment-là, je compris que quelque chose ne tournait pas rond. Mais ce qui me glaçait le sang, c'était que je ne savais pas si c'était à cause de lui ou de ce qu'il voyait. À mesure que le film avançait, l'atmosphère dans la salle devenait de plus en plus étrange. Les bruits du film, les éclats de rire, les chuchotements des autres spectateurs, tout semblait devenir lointain et irréel. Ce n'était plus le film qui captait mon attention, mais bien le comportement de Marc. Ses murmures étaient devenus plus fréquents, plus graves, comme s'il était en conversation avec quelqu'un d'autre. Parfois, il se mettait à rire, mais un rire sans joie, comme un écho morbide dans le noir. Je n'arrivais plus à suivre l'histoire. J'étais trop préoccupé par la façon dont Marc se comportait. Il bougeait de plus en plus nerveusement dans son siège, ses mains tremblaient légèrement, et son regard semblait se fixer sur un point invisible dans l'obscurité. À un moment donné, il se pencha vers moi, très près, et murmura d'une voix presque imperceptible. « Elle est tellement proche. » Je frissonnai et me redressai brusquement. Je n'osais même pas lui répondre, mon cœur battant dans ma poitrine à toute vitesse. À ce moment-là, la salle semblait plus froide, beaucoup plus froide que ce qu'elle aurait dû être. Le film n'était plus qu'un fond sonore lointain. Je sentais quelque chose de lourd, quelque chose de malveillant qui flottait dans l'air. Puis, comme pour ajouter à mon angoisse, Marc se tourna légèrement vers moi, ses yeux fixés sur le grand écran. Mais il ne semblait plus vraiment voir ce qui se passait là. Il chuchotait, une litanie d'énoncés incompréhensibles, son regard devenu presque vide, comme s'il était ailleurs. Je pouvais sentir la tension monter dans ma poitrine, mais ce qui me glaça encore plus, c'était la façon dont il agissait, comme si l'être qu'il semblait voir n'était pas dans cette salle. Il murmurait des mots, comme s'il répondait à un invisible interlocuteur. À un instant, il tourna lentement la tête vers moi, ses lèvres s'étirant dans un sourire malsain. Elle ne me laisse plus tranquille. Elle veut que je parte, mais je ne peux pas. Elle veut que tu viennes. Ces mots résonnèrent dans mon esprit, froids et menaçants. Je n'arrivais plus à respirer correctement, le malaise devenant de plus en plus oppressant. Je savais que ce n'était plus simplement le film qui me faisait peur. C'était lui, Marc, et ce qu'il semblait voir ou ressentir. Il n'était plus lui-même, et je commençais à avoir peur de ce qu'il pourrait faire ensuite. Je commençais à comprendre que quelque chose n'allait vraiment pas. Marc n'était plus simplement un collègue bizarre, il était devenu un étranger effrayant, possédé par une sorte d'obsession. Chaque parole qu'il prononçait semblait de plus en plus déconnectée de la réalité. Ses yeux que je croyais avoir vus de manière humaine, étaient désormais vides, comme s'il regardait au-delà de moi, dans un autre monde. Le film se poursuivait, mais je ne pouvais plus me concentrer. À chaque cri du film, à chaque bruit, Marc sursautait comme si ce n'était pas le son qui l'effrayait, mais quelque chose qui venait de l'intérieur de lui. Ses mains tremblaient de plus en plus, et il se balançait légèrement sur son siège, comme un enfant effrayé. Je n'avais plus d'autre choix. Je devais savoir ce qui se passait, pourquoi il agissait de cette façon. Lentement, sans faire de bruit, je me leva de mon siège et commença à m'éloigner de lui. Mais à cet instant, une sensation étrange me traversa, je n'étais plus seul dans la salle. Un souffle glacé m'effleura la nuque. Une main invisible semblait m'effleurer, me poussant doucement à me retourner. Je pris une grande inspiration et me retournai, mon cœur battant à tout rompre. Il était là, derrière moi, dans l'ombre de la salle, je le vis. Mais ce n'était pas Marc. C'était une silhouette, floue mais clairement présente, une forme humaine qui se tenait là, immobile, presque spectrale. Mon regard se porta de nouveau sur Marc. Il avait disparu de son siège. Seule son ombre restait, projetée sur le mur, grandissant, déformé.
Il n'était plus là. Une vague de terreur s'empara de moi, mes jambes devenant lourdes et tremblantes. Je me précipitai vers la sortie, mais avant que je n'atteigne la porte, j'entendis un murmure derrière moi, froid, glaçant. « Elle est là, elle t'attend. » Je me retournai précipitamment, et là, dans la pénombre de la salle, je vis Marc, ou ce qui en restait. Son sourire était figé, sa peau pâle comme un cadavre, et ses yeux ne reflétaient plus rien. Mais avant que je puisse réagir, la silhouette derrière moi se rapprocha, ses mains froides me saisissant. Je n'ai même pas eu le temps de crier. J'avais rencontré Julien grâce à des amis communs lors d'une soirée quelques semaines plus tôt. Il m'avait semblé sympathique, peut-être un peu timide, mais charmant. Nous avions échangé quelques messages depuis, et ce matin-là, nous avions décidé de nous retrouver dans un petit café du centre-ville. Rien de trop formel, juste un moment pour discuter, apprendre à se connaître. Quand je suis arrivé, il était déjà assis à une table près de la fenêtre, un café devant lui. Il semblait perdu dans ses pensées, les doigts tapotant nerveusement la tasse. Lorsqu'il m'a vu, il s'est levé rapidement et m'a accueilli avec un sourire un peu maladroit. Je l'ai trouvé attendrissant. La conversation a démarré doucement, comme c'est souvent le cas lors d'un premier rendez-vous. Nous avons parlé de nos jobs, de nos passions, de nos films préférés. Par moments, je sentais qu'il avait du mal à soutenir mon regard, comme s'il était gêné. À d'autres moments, il jetait des coups d'œil furtifs autour de nous, fixant brièvement des inconnus ou la porte du café. Je me suis dit qu'il était simplement nerveux. Après tout, les premiers rendez-vous peuvent être intimidants. Mais il y avait quelque chose de plus, quelque chose d'indéfinissable, une tension presque palpable dans son comportement. Il souriait, mais son sourire semblait forcé, comme s'il voulait masquer une inquiétude qu'il ne parvenait pas à formuler. Je me suis surprise à ressentir un léger malaise, mais j'ai choisi de l'ignorer. Peut-être que c'était moi qui interprétais mal les choses. Après tout, il avait l'air d'un gars bien, et la conversation, malgré quelques silences, était agréable. Pourtant, cette sensation étrange ne me quittait pas, comme si un détail crucial m'échappait. La rencontre semblait se dérouler normalement, malgré quelques moments de flottement. Puis, le serveur est arrivé avec l'addition, posant le petit morceau de papier sur la table entre nous. Julien, qui jusque-là jouait distraitement avec sa cuillère, s'est soudain figé. Je l'ai vu tendre la main vers le ticket, mais son expression avait changé. Il était pâle, comme s'il venait de voir un fantôme. Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'il a attrapé le papier. Il a murmuré quelque chose que je n'ai pas compris, presque comme s'il parlait pour lui-même. Intrigué, je me suis penché vers lui. « Tout va bien ?» ai-je demandé, inquiète. Il n'a pas répondu. Ses yeux étaient rivés sur le ticket, et son visage exprimait une terreur pure. Incapable de contenir ma curiosité, j'ai tendu la main pour regarder à mon tour. Ce que j'ai vu m'a glacé. Là où auraient dû se trouver les prix des consommations, il y avait une liste de noms écrits à la main, suivie de dates. Mon cœur s'est mis à battre plus vite quand j'ai remarqué mon propre nom parmi eux, accompagné de la date du jour. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» ai-je murmuré, presque incapable de prononcer les mots. Julien a relevé les yeux vers moi, et son expression m'a mise mal à l'aise. Il semblait désorienté, paniqué, comme s'il essayait de comprendre une énigme trop grande pour lui. Puis, d'un geste brusque, il a repoussé sa chaise, faisant un bruit qui a attiré les regards de quelques clients autour. « Non, non, c'est impossible », a-t-il marmonné avant de se lever précipitamment. Avant que je puisse le retenir ou poser la moindre question, il s'est dirigé vers la sortie à grandes enjambées, me laissant seul avec ce bout de papier incompréhensible. Je suis resté figé, le regard fixé sur cette liste de noms et de dates. À cet instant, une étrange sensation s'est emparée de moi, ce n'était pas seulement un ticket. C'était un avertissement. Le départ précipité de Julien m'avait laissé abasourdi. Pendant quelques secondes, je suis resté immobile, fixant la porte par laquelle il avait disparu. Le silence pesant qui suivit son départ fut brisé par le serveur qui s'approchait, visiblement intrigué. « Tout va bien, mademoiselle ? Votre ami est parti bien vite, » dit-il en jetant un coup d'œil vers l'addition sur la table. J'ai hoché la tête, incapable de formuler une réponse. Mais sa question m'a poussé à agir. J'ai pris le ticket, décidé à lui montrer ce qui m'avait tellement troublé. Peut-être qu'il aurait une explication. « Regardez ça, c'est bizarre », ai-je dit en lui tendant le papier. Le serveur a plissé les yeux, puis a éclaté de rire, visiblement confus. « Tout semble en ordre, vous avez un café et une pâtisserie, rien d'inhabituel ?» répondit-il en me rendant le ticket. Je l'ai pris, incrédule. Pourtant, lorsque mes yeux se sont posés dessus, ce n'étaient plus les noms et les dates que je voyais, mais bien les prix habituels, imprimés comme n'importe quelle addition.
Mon cœur s'est mis à battre plus vite, et une sueur froide a envahi ma nuque. Non, ce n'est pas ce que j'ai vu tout à l'heure, ai-je insisté, la voix tremblante. Mais le serveur avait déjà tourné les talons, me laissant seul avec ma confusion. Je ne pouvais pas ignorer ce que j'avais vu. C'était clair, net, gravé dans mon esprit. Mon nom, la date d'aujourd'hui. Julien avait vu la même chose, j'en étais certaine. Mais pourquoi cela avait-il disparu? Était-ce un jeu de mon esprit? J'ai glissé le ticket dans mon sac, l'esprit en ébullition. Peut-être que Julien aurait une réponse. Peut-être qu'il avait déjà vu quelque chose de semblable. Une seule chose était sûre, je ne pouvais pas rester assise là à attendre. Je devais comprendre, je ne pouvais pas rester là sans rien faire. J'ai payé rapidement, en laissant un pourboire plus par réflexe que par politesse, puis je suis sorti du café. L'air frais m'a frappé au visage, mais il n'a rien fait pour calmer l'agitation qui grandissait en moi. Julien n'était nulle part en vue. J'ai regardé dans toutes les directions, mais il semblait s'être volatilisé. Pourtant, quelque chose me poussait à marcher, comme si mes jambes savaient où aller alors que mon esprit était en plein chaos. En avançant dans les rues, une sensation étrange s'est installée. Ce n'était pas seulement le souvenir de cette addition terrifiante qui me hantait, mais aussi une impression tenace. J'étais suivi. Les bruits de mes pas résonnaient sur les pavés, mais parfois, j'entendais un autre écho, plus léger, comme une ombre qui glisse derrière moi. Je me retournais régulièrement, cherchant à apercevoir quelque chose ou quelqu'un, mais les rues étaient presque désertes. Tout semblait normal, et pourtant, cette sensation ne me quittait pas. Arrivé chez moi, je me suis précipité à l'intérieur et j'ai verrouillé la porte derrière moi. Mon cœur battait à tout rompre, et mes mains tremblaient alors que je fouillais dans mon sac pour retrouver le ticket. Quand je l'ai enfin sorti, je me suis assis à la table de la cuisine pour l'examiner à nouveau. Les noms et les dates étaient revenus. Mon regard s'est immédiatement fixé sur mon propre nom, suivi de la date d'aujourd'hui. Le papier semblait presque me narguer, comme s'il savait que je ne pouvais rien faire pour changer ce qu'il annonçait. Je l'ai jeté sur la table, le souffle court. Mais avant que je puisse réfléchir davantage, la lumière au-dessus de moi a vacillé, plongeant la pièce dans une semi-obscurité. La peur qui m'avait envahi dans la rue revenait en force. Quelque chose n'allait pas, et je ne savais pas si j'avais la force d'affronter ce qui allait suivre. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais les noms et les dates sur ce maudit ticket, mon propre nom apparaissant comme une condamnation. Les images se mêlaient à des cauchemars où des ombres sans visage me poursuivaient, murmurant des mots incompréhensibles. Je me suis réveillé en sursaut, le cœur battant à tout rompre, convaincu d'avoir entendu des pas dans mon appartement. J'ai retenu mon souffle, tendant l'oreille dans l'obscurité. Tout était silencieux, mais une tension étrange imprégnait l'air, comme si quelque chose ou quelqu'un était là avec moi. Tremblante, je me suis levé et j'ai allumé la lumière de la cuisine. Le ticket était toujours là, posé sur la table exactement où je l'avais laissé. Mais quelque chose avait changé. Les noms qui y figuraient avaient commencé à s'effacer, un par un, comme si une main invisible les effaçait doucement. Il ne restait qu'un seul nom. Le mien, avec la date d'aujourd'hui. Soudain, un bruit sourd a résonné. 3 coups distincts contre ma porte. Mon sang s'est glacé. Il était tard, presque minuit. Qui pouvait frapper à une heure pareille? J'ai avancé lentement vers la porte, chaque pas résonnant dans le silence de l'appartement. Mon esprit me criait de ne pas ouvrir, mais mes mains agissaient presque d'elles-mêmes. J'ai regardé par le Judas, mais il n'y avait personne. Je suis resté figé quelques instants, la main sur la poignée, hésitant entre ouvrir et reculer. C'est alors que je l'ai entendu, une voix basse, presque un murmure, venant de l'autre côté. C'est ton tour. Mon cœur s'est arrêté. Je me suis reculé instinctivement, laissant la poignée échapper à ma main. Un courant d'air glacé s'est faufilé sous la porte, et j'ai senti une présence, lourde, menaçante. Je voulais fuir, mais mes jambes ne répondaient plus. Et puis, tout est devenu noir. Je l'avais rencontré grâce à des amis communs. Alex. Son nom résonnait encore dans ma tête alors que je me préparais pour notre premier rendez-vous. Il avait ce charme discret, une intelligence évidente et, surtout, une aura de mystère qui m'intriguait plus que je ne voulais l'admettre. Après quelques échanges de messages, il avait suggéré quelque chose de simple, une promenade dans un parc au coucher du soleil. Rien de compliqué, rien de trop pressant. Une idée parfaite pour briser la glace. Lorsque nous nous sommes retrouvés à l'entrée du parc, il était exactement comme je me l'étais imaginé, détendu, avec un sourire facile, mais des yeux qui semblaient cacher quelque chose. Prête pour un peu d'exploration? M'a-t-il demandé en souriant. J'ai ri, un peu nerveusement. À ce moment-là, je n'avais aucune raison de m'inquiéter.
Le parc était magnifique sous la lumière dorée du crépuscule. Les arbres projetaient de longues ombres sur le chemin, et l'air était rempli du doux parfum des feuilles mortes. Nous avons marché en bavardant de tout et de rien. Il avait une façon de parler qui captivait, chaque mot soigneusement choisi, comme s'il tissait une toile. Puis, sans prévenir, il a changé de direction. « Viens, il y a quelque chose que je veux te montrer », a-t-il dit en prenant un petit sentier qui semblait à peine emprunté. J'ai hésité une seconde, mais sa confiance m'a poussé à le suivre. C'est un endroit spécial, un peu hors des sentiers battus, a-t-il ajouté en regardant par-dessus son épaule, un sourire énigmatique sur le visage. Après quelques minutes de marche, nous sommes arrivés devant un terrain clôturé. Derrière, un vieux parc pour enfants se dressait, abandonné, comme figé dans le temps. Les balançoires rouillés, les toboggans délabrés et les tourniquets immobiles semblaient presque irréels sous la lumière mourante. « J'adore les lieux oubliés comme celui-ci », m'a-t-il confié. Un frisson m'a traversé, mais je l'ai ignoré. C'était juste un endroit abandonné, rien de plus, n'est-ce pas? Le parc abandonné semblait irréel, presque hors du temps. Les balançoires rouillés se balançaient légèrement sous l'effet d'une brise inexistante, et le toboggan, couvert de mousse, se dressait comme une relique d'une époque révolue. L'endroit avait un silence oppressant, le genre de silence qui amplifie chaque son, chaque respiration, chaque battement de cœur. Alex, lui, semblait totalement à l'aise. Il s'est approché d'un cheval à bascule en bois, usé et fendu, et a passé la main dessus comme s'il examinait une œuvre d'art. « Tu vois, même délabré, cet endroit a quelque chose de vivant, » a-t-il murmuré, plus pour lui-même que pour moi. Je ne pouvais pas partager son enthousiasme. Quelque chose dans ce lieu me mettait mal à l'aise, une sensation inexplicable, comme si nous n'étions pas seuls. Alors que je restais immobile, j'ai entendu un bruit. Léger, presque imperceptible, mais suffisamment distinct pour me figer sur place. Une sorte de ricanement, aigu et lointain. « Tu as entendu ça ?» ai-je demandé à Alex, essayant de masquer le tremblement dans ma voix. Il s'est retourné vers moi, un sourire aux lèvres. « Entendu quoi ?» Mais je savais qu'il avait entendu. Son expression trahissait quelque chose, un éclair de connaissance dans son regard, rapidement masqué par son air détendu. Puis, je l'ai entendu à nouveau. Cette fois, c'était plus clair, un éclat de rire enfantin, suivi par le grincement caractéristique d'une balançoire. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. Je me suis retourné brusquement, mes yeux cherchant la source du bruit. Les balançoires, immobiles un instant plus tôt, oscillaient doucement, comme si quelqu'un venait juste de les quitter. « Qu'est-ce que c'est » ai-je murmuré, la gorge nouée. Alex n'a rien répondu immédiatement. Il s'est contenté de me regarder avec ce sourire étrange, presque satisfait. Puis, calmement, il a dit « Ils aiment quand il y a des visiteurs. » Les mots d'Alex ont résonné dans ma tête comme une alarme. Ils aiment quand il y a des visiteurs. Qui était-il? Une vague de frissons m'a parcouru l'échine, et mon instinct me criait de partir immédiatement. Pourtant, ses yeux restaient fixés sur moi, perçants, comme s'ils guettaient ma réaction. « De qui tu parles? Qui ça? Il ?» J'ai demandé, tentant de garder mon calme malgré la panique qui montait en moi. Il a détourné le regard vers les balançoires, maintenant immobile à nouveau, et a simplement haussé les épaules. « Les enfants » a-t-il répondu comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Je me suis raidi. Les enfants? Aucun enfant ne jouait ici. Ce parc était abandonné depuis des années, peut-être des décennies. Pourtant, j'avais entendu ces rires, j'avais vu les balançoires bouger. J'ai voulu croire que c'était le vent ou mon imagination, mais quelque chose dans son attitude m'empêchait de me convaincre. Alex s'est rapproché d'un vieux tourniquet et s'est assis dessus. « Tu sais, » a-t-il commencé, sa voix soudain plus grave, « cet endroit a une histoire particulière. On dit que des enfants venaient jouer ici après l'école, mais un jour, il y a eu un accident, ou peut-être quelque chose de pire. » Il s'est arrêté, comme s'il voulait me laisser deviner la suite. Je n'ai rien dit, trop terrifié pour poser des questions. Puis, comme pour confirmer mes pires craintes, j'ai vu une ombre passer près du toboggan au coin de mon œil. Une silhouette floue, petite, trop rapide pour que je puisse la voir clairement. Mon souffle s'est coupé. « Tu as vu ça ?» ai-je chuchoté, espérant qu'il démente. Mais il n'a pas nié. Au lieu de cela, il m'a regardé avec ce même sourire dérangeant. « Ne t'inquiète pas » a-t-il dit doucement, presque apaisant. « Ils ne te feront rien, tant que tu restes calme. » Je ne savais plus quoi penser. Chaque seconde passée dans ce parc abandonné me plongeait un peu plus dans l'angoisse. Les rires des enfants, bien que toujours lointains, semblaient résonner de plus en plus fort, comme s'ils se rapprochaient. Je voulais fuir, mais une étrange force me retenait sur place, comme si l'endroit m'enveloppait dans ses bras glacés. « Alex,
Lui, semblait parfaitement à l'aise. Il s'était levé du tourniquet et se promenait lentement autour du parc, ses yeux scrutant chaque recoin, chaque détail. J'avais l'impression qu'il cherchait quelque chose, ou plutôt quelqu'un. C'était comme s'il connaissait cet endroit mieux que quiconque. Ce n'est pas un simple parc, dit-il soudainement, comme s'il avait entendu mes pensées. Les enfants qui y sont morts, ils restent ici. Ils n'ont jamais quitté cet endroit. Il marqua une pause et se tourna vers moi, ses yeux fixés sur les miens. Ils attendent des visites. Un frisson glacé parcourut mon corps. La façon dont il parlait de tout cela, avec une telle tranquillité, me terrifiait. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de le regarder. Il avait cette aura, un mélange de fascination et de connaissance inquiétante, comme s'il avait été témoin de choses que personne ne devrait voir. Il s'approcha de l'ancienne cabane en bois, qui se dressait au fond du parc, presque entièrement recouverte de lierre et de mousse. « C'est ici que tout a commencé » murmura-t-il, sa voix à peine audible. « Ces enfants, ils ne sont pas partis. Ils ont juste trouvé un autre moyen de jouer. » Je me suis approché à mon tour, mon cœur battant à tout rompre. Mon regard s'est posé sur la porte de la cabane, qui semblait comme une bouche béante, prête à engloutir tout ce qui s'en approchait. J'avais la sensation qu'une présence invisible m'observait. La porte s'est soudainement ouverte, un grincement sinistre émanant de ses gonds rouillés. Je n'avais pas vu Alex bouger, mais il était maintenant juste devant moi. « C'est là que je viens souvent, » dit-il, sans se soucier du malaise évident que j'éprouvais. « C'est là qu'ils m'attendent. » Je n'ai pas compris tout de suite ce qu'il voulait dire, mais avant que je puisse lui poser une question, j'ai entendu un bruit étrange venant de l'intérieur de la cabane. C'était un froissement, suivi de ce même ricanement d'enfant que j'avais entendu plus tôt. J'ai frissonné, mes jambes devenant soudainement faibles. Alex se tourna vers moi avec un sourire énigmatique. « Il t'aime bien, toi aussi. » Le bruit à l'intérieur de la cabane m'a paralysé. C'était comme si une multitude de petites mains s'agitaient derrière la porte, des froissements, des rires étouffés, des chuchotements. L'air autour de moi s'est soudainement alourdi, une sensation d'étouffement m'envahissant. Mon cœur battait dans ma gorge, et mes jambes étaient comme du coton. Je me suis retourné, prêt à fuir, mais Alex était déjà devant moi, comme une barrière insurmontable. Son sourire n'était plus rassurant, il était presque menaçant. Ses yeux, d'habitude pleins de charme et de calme, étaient maintenant dénués de toute humanité. Il semblait changer. « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas ?» dit-il, sa voix froide et distante. « Ils ne te laisseront jamais partir si tu ne joues pas à leur jeu. » Mon esprit se débattait, cherchant une explication logique, quelque chose pour dissiper cette terreur irrationnelle qui m'envahissait. Mais tout en moi criait que c'était réel. Les rires des enfants semblaient se rapprocher, comme si des centaines de petites silhouettes étaient dissimulées dans l'ombre, nous observant. Je voulais courir, mais quelque chose m'en empêchait. Mon corps était comme figé, pris dans une toile invisible. Alex s'avança lentement vers la cabane, son regard se durcissant. « Regarde, ils veulent jouer avec toi, » dit-il simplement, sans émotion. Je n'avais pas le courage de tourner la tête, mais je savais que les yeux des enfants étaient rivés sur moi, prêts à m'engloutir. Un éclat de lumière faiblissante provenait de l'intérieur de la cabane, comme un phare de terreur, m'appelant. « Ils ne font que s'amuser, » répéta Alex d'un ton vide, presque hypnotique. « Mais il faut jouer, sinon... » La porte de la cabane s'est ouverte plus largement, et l'air s'est rempli d'un ricanement, léger mais perçant, comme un avertissement. Je ne pouvais plus bouger. La silhouette d'Alex, si familière un instant plus tôt, m'apparaissait maintenant menaçante. Il était là, entre moi et la sortie, et j'étais prisonnière de cet endroit. Tout à coup, un rire éclata, plus fort que les autres, une voix enfantine, joyeuse, mais dénuée de toute innocence. « Viens jouer avec nous. » L'écho de ces mots résonna dans mon esprit, comme une incantation. Je savais alors que, de toutes les façons possibles, je n'étais plus la bienvenue ici, et qu'il était trop tard pour partir. J'étais tellement excité à l'idée de ce rendez-vous. Ça faisait des semaines que je discutais avec Clara sur l'application, et tout semblait parfait. Elle était drôle, intelligente, et il y avait une alchimie évidente entre nous, même à travers l'écran. Nos conversations s'étaient rapidement transformées en échanges plus personnels, et l'idée de la rencontrer en vrai me donnait des papillons dans le ventre. Quand elle m'a proposé un restaurant qu'elle adorait, j'ai sauté sur l'occasion. « Tu vas voir, c'est petit, mais l'ambiance est géniale, et ils font les meilleures pâtes que tu auras jamais mangées », m'avait-elle écrit. J'avais noté l'adresse et passé la journée à me préparer. Chemise repassée, parfum discret mais agréable, je voulais faire bonne impression. En arrivant devant le restaurant, j'ai tout de suite compris pourquoi elle l'aimait. C'était une petite bâtisse en briques,
avec des lumières chaudes qui se dégageaient des fenêtres, donnant un air presque féerique à l'endroit. L'intérieur, que j'apercevais depuis la rue, était cosy, avec des tables en bois foncé et des bougies allumées. Ça ressemblait exactement au genre de lieu où on pouvait passer une soirée parfaite. Clara était déjà là, assise à une table près de la fenêtre. Elle portait une robe rouge élégante, et son sourire m'a immédiatement mis à l'aise. « Tu es encore mieux en vrai », a-t-elle dit en se levant pour me saluer. J'ai ri, un peu gêné, et nous nous sommes installés. Les premières minutes ont été légères et agréables. On a parlé de nos journées, de nos plats préférés, et de tout ce qu'on avait envie de faire après ce dîner. Mais quelque chose, dans un coin de mon esprit, me semblait légèrement décalé. Une sensation subtile, difficile à expliquer. Pourtant, à ce moment-là, je l'ai ignorée. Clara semblait parfaite, et tout ce que je voulais, c'était profiter de cette soirée. Au fil de la conversation, je commençais à me détendre, mais une chose me perturbait, l'attitude des employés du restaurant. Dès que j'étais entré, j'avais remarqué leur regard. D'abord, j'avais pensé qu'ils étaient simplement accueillants ou curieux de voir un nouveau client. Mais plus le temps passait, plus je me rendais compte qu'il y avait quelque chose de bizarre. Chaque fois que je relevais les yeux, je voyais un serveur ou une serveuse me fixer. Ce n'était pas un regard discret ou poli, mais plutôt une attention soutenue, presque intrusive. Ils détournaient rapidement les yeux quand je les remarquais, mais c'était toujours pareil. À peine je me replongeais dans ma discussion avec Clara, je sentais à nouveau leurs yeux sur moi. Clara, de son côté, semblait parfaitement à l'aise. Elle parlait avec assurance, souriait de temps en temps, mais il y avait une froideur dans son expression qui me mettait mal à l'aise. Je ne savais pas pourquoi, mais son sourire ne semblait pas sincère. Ce n'était pas le genre de sourire qui illumine un visage, mais plutôt un masque, calculé et mécanique. Puis, il y avait ces questions. Elle paraissait innocente au début. « Tu habites loin d'ici? Tu viens souvent dans ce quartier? Tu vis seul ?» Mais à mesure qu'elle parlait, je commençais à sentir une pointe d'insistance, comme si elle cherchait à recueillir des informations précises. C'était subtil, mais l'ensemble du tableau devenait de plus en plus étrange. Le regard des employés, le comportement un peu trop parfait de Clara, cette atmosphère oppressante qui semblait se resserrer autour de moi. Une part de moi voulait ignorer tout ça et continuer à profiter de la soirée. Mais une autre, plus primitive, murmurait que quelque chose n'allait pas. Alors que Clara s'excusait pour aller aux toilettes, je me retrouvai seul à la table. Pendant un instant, je me permis de respirer profondément, espérant me débarrasser de cette sensation oppressante. Peut-être que je me faisais des idées. Peut-être que je stressais inutilement, que tout cela n'était qu'un mauvais tour de mon imagination. Mais à peine étais-je seul que cette tension étrange s'intensifia. Les employés, qui s'étaient dispersés dans la salle, semblaient maintenant tous tournés vers moi. Le serveur derrière le bar essuyait le même verre depuis au moins 5 minutes, sans jamais me quitter des yeux. Une serveuse près de l'entrée réarrangeait des couverts sur une table vide, mais son regard revenait constamment dans ma direction. Mon cœur s'accéléra. Je regardai vers la porte des toilettes, espérant que Clara reviendrait vite pour briser cette atmosphère lourde, mais elle n'était nulle part en vue. Le restaurant était silencieux, trop silencieux. Même les murmures des quelques autres clients semblaient s'être tus. C'est alors qu'un des serveurs s'approcha de ma table. Il n'avait pas l'air menaçant, mais il marchait d'un pas mesuré, presque calculé, comme s'il pesait chaque mouvement. Il s'arrêta juste à côté de moi, déposa un verre d'eau que je n'avais pas commandé, et, dans le même geste, fit glisser un petit morceau de papier plié sous ma main. Je restai figé, confus. Il ne dit rien, ne me regarda même pas, et repartit aussi calmement qu'il était venu. Je lançai un coup d'œil autour de moi. Personne ne semblait avoir remarqué quoi que ce soit, ou du moins, personne ne réagissait. Je dépliai lentement le morceau de papier, les mains tremblantes. En lettres majuscules, griffonnées à la hâte, il y avait ces mots. « Saute d'ici maintenant !» Mon sang se glaça. La peur m'envahit d'un seul coup, brutale et inexorable. Mon cœur battait à tout rompre tandis que je relisais les mots sur le morceau de papier. « Saute d'ici maintenant !» Pourquoi? Qu'est-ce que cela voulait dire? Mon instinct me hurlait de me lever et de partir immédiatement, mais mes jambes semblaient collées à la chaise, paralysées par la peur. Je jetai un regard vers la porte des toilettes. Toujours aucune trace de Clara. Et pourtant, une nouvelle sensation me saisit, comme si elle m'observait, même en son absence. Chaque seconde qui passait me donnait l'impression d'être pris dans un piège qui se refermait doucement. Je pris une profonde inspiration et me levai finalement, tâchant de garder un air calme pour ne pas attirer l'attention. Mais aussitôt, je sentis plusieurs regards se fixer sur moi, plus perçants qu'avant. Les employés s'étaient immobilisés, comme s'ils attendaient quelque chose.
Le silence dans la salle était si oppressant que j'entendais presque le bruit de mon propre souffle. Je fis quelques pas vers la sortie, essayant de ne pas précipiter mes mouvements. Mais à ce moment-là, Clara apparut, surgissant de l'ombre près des toilettes. Elle se tenait immobile, le visage à moitié dans l'obscurité. Son expression avait changé, plus de sourire, plus de chaleur. Ses yeux étaient froids, vides, mais intenses, comme si elle analysait chacun de mes gestes. Elle bloqua subtilement mon chemin en avançant lentement vers moi. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais ce qui en sortit n'était pas une phrase cohérente. C'était un murmure, des mots indistincts, presque incompréhensibles, mais ils me glacèrent le sang. Je regardai rapidement autour de moi. Les employés commençaient à se rapprocher, lentement, sans bruit. Ils ne disaient rien, mais leur visage était marqué par une expression qui mêlait curiosité malsaine et quelque chose de beaucoup plus sombre. Mon instinct de survie prit le dessus. Ignorant Clara, je me précipitai vers la porte, bousculant une table au passage. Un des serveurs tenta de m'intercepter, mais je réussis à le contourner, mon cœur battant à un rythme effréné. Une fois dehors, je me mis à courir dans la rue sombre, sans me retourner, poussé par une peur viscérale. Je ne savais pas ce que j'avais laissé derrière moi dans ce restaurant, mais une chose était sûre, quelque chose de terriblement mauvais s'y cachait, et j'avais échappé de justesse. Je courais, le souffle court, sans oser regarder derrière moi. Les rues étaient presque désertes, éclairées par quelques lampadaires vacillants. Chaque ombre me faisait sursauter, et j'avais l'impression que des pas résonnaient dans la nuit, me suivant à une distance inquiétante. Mais lorsque je me retournai, il n'y avait personne. Ce n'est que lorsque j'arrivai près d'un grand boulevard, baigné de lumière et de mouvement, que je ralentis. Mon cœur battait encore à tout rompre, et mes jambes tremblaient sous le poids de l'adrénaline. Je m'appuyai contre un mur, tentant de reprendre mon souffle. Mais même en pleine lumière, cette sensation oppressante ne me quittait pas. En regardant mon téléphone, je remarquai que Clara m'avait envoyé un message. Je n'osais pas l'ouvrir tout de suite. Quand je le fis finalement, mes mains étaient encore tremblantes. « Pourquoi tu es parti si vite? Tu avais l'air de bien t'amuser. » Aucune émotion dans ces mots, mais quelque chose dans ce message me fit frissonner. C'était comme si elle savait exactement pourquoi j'étais parti, mais jouait à l'innocente. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Je vérifiais constamment les verrous de ma porte et les fenêtres de mon appartement. À chaque bruit, mon corps sursautait, persuadé que quelque chose ou quelqu'un m'avait suivi. Dans les jours qui suivirent, je fis des recherches sur le restaurant. Étrangement, je ne trouvais rien. Pas de site internet, pas de critique, pas même une mention sur les réseaux sociaux. C'était comme s'il n'avait jamais existé. Mais le pire, c'est cette sensation qui ne me quitte pas. Peu importe où je vais, je me sens observé. À travers une fenêtre, dans un coin de rue, ou même au milieu de la foule, je sens ses yeux sur moi, froids et calculateurs, comme ceux de Clara et des employés cette nuit-là. Je ne sais pas ce qui se passait dans ce restaurant, ni ce qu'ils avaient prévu pour moi, mais une chose est sûre, je ne serai plus jamais le même. Et au fond de moi, j'ai peur que ce ne soit pas fini.